Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le véhicule noir tourne à gauche, mais il semble mal engagé. Je m'arrête avant la ligne de stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, en face de nous, on a un véhicule qui souhaite tourner à gauche sur notre rue. Et il semble qu'il va empiéter sur notre voie. Alors, vous le savez pas encore, parce que vous passez pas encore la conduite. Mais lorsque vous passerez la conduite, votre moniteur vous dira toujours que pour tourner à une intersection, il faut faire un angle droit. Comme ceci. Il ne faut jamais empiéter sur la voie qui est en sens inverse. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je m'arrête avant la ligne de stop pour laisser passer ce véhicule. Par mesure de sécurité, même si ce véhicule n'a pas le droit de tourner comme ça. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, il faut que tu vois plusieurs choses. Alors, en face de nous, tu vois bien qu'il y a un train qui passe. On peut reconnaître les feux clignotants, par exemple. Alors, en plus de ça, il y a des véhicules à l'arrêt. À notre droite, on voit une ligne stop. Donc, ici, on est sur une intersection. Donc, il faut que tu saches une chose. C'est que quand la circulation est à l'arrêt, il ne faut jamais bloquer une intersection, quitte à s'arrêter juste devant l'intersection afin de laisser les voitures passer. Donc ici, est-ce que je suis bien placé? Bah oui, parce que je suis situé juste avant l'intersection. Les voitures qui sont au stop peuvent tourner à gauche, par exemple. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que l'intervalle de sécurité pour dépasser un usager vulnérable hors agglomération est de 1,50 m. Aussi ici, tu vois bien qu'on est dans un virage et qu'on manque de visibilité. Une voiture pourrait venir en sens inverse. Donc, je ne peux pas dépasser ce cycliste pour le moment. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 4. Dans cette situation, j'ai la priorité sur le véhicule blanc à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est dans une intersection sans marquage au sol et sans signalisation verticale.
Cela signifie que la règle de priorité qui sied est la règle de la priorité à droite. Donc, je laisse passer le véhicule blanc, puis je passe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. Adopter une éco-conduite, c'est réponse A, rouler plus vite. Réponse B, préparer son itinéraire. Réponse C, limiter la climatisation. Réponse D, alléger le véhicule. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours basique qu'on a vu plusieurs fois et dans les vidéos YouTube, surtout dans la formation. Donc, l'éco-conduite, c'est une question récurrente, hein. Vous avez en général 2 à 3 questions sur l'éco-conduite dans les tests officiels, comme celui-ci. Donc je vous incite fortement à vous former, même autre part. Mais formez-vous, on a mis en place la plateforme en ligne, allez-y. Il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment... tout le monde peut se former. Donc ici, je vous montre donc un des documents qu'il y a dans la formation sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conduite. En tout cas, quels sont les dispositifs à mettre en place pour avoir une éco-conduite. Donc il y en a 10. Hein, il y a 10 dispositifs à mettre en place. Notamment donc préparer son itinéraire, limiter la climatisation, alléger le véhicule. Par contre, rouler plus vite, non. Ça, c'est le contraire d'une éco-conduite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 6. Cette signalisation verticale indique réponse A, un obstacle, réponse B, une intersection. Alors, je suis sûr que vous vous posez la question, c'est quoi une signalisation verticale? Alors, une signalisation verticale, ça va être toutes les signalisations qui sont verticales, c'est-à-dire les feux, les panneaux, les balises et les bornes. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle une balise. Alors, celle-ci, c'est une balise d'obstacle. Elle indique un obstacle sur la chaussée. Une balise d'intersection ressemblera à ça. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. La fatigue allonge le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le temps de réaction pour un être humain en état normal est de 1 seconde. Ce temps de réaction peut augmenter selon plusieurs facteurs. Par exemple, la prise d'alcool, la prise de médicaments, la prise de stupéfiants, mais également un état de fatigue prononcé va rallonger le temps de réaction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. L'ABS permet, réponse A, de réduire la distance de freinage en cas de freinage d'urgence. Réponse B, d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence.
Alors, déjà, l'ABS, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ABS, ce sont les initiales pour anti-blocage système. Ou sinon, hein, plus simplement, c'est anti-blocage des roues. Donc, c'est un système qui va éviter que tes roues se bloquent lors d'un freinage d'urgence. Alors, pourquoi ce système? Regardez cette petite vidéo. Lorsque vous freinez d'un coup, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas d'ABS? Ben, vos roues vont se bloquer, ce qui va entraîner, en fait, une perte de la manœuvrabilité du véhicule. Et donc, la voiture, elle va partir dans tous les sens parce que vos roues seront bloquées. Qu'est-ce que va apporter l'ABS? Ben, l'ABS, ce qu'il va faire lorsque vous allez appuyer à fond sur le frein, c'est que, en fait, il y a un système à l'intérieur qui va faire en sorte que les roues ne se bloquent pas. Donc, c'est un système qui va agir sur les plaquettes de frein et qui va en fait faire en sorte de bloquer les roues par intermittence, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et qu'est-ce que ça va permettre, ça? Eh bien, ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du véhicule et donc une meilleure manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Donc, l'ABS va permettre d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas réduire la distance de freinage, en aucun cas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Je peux faire un appel de phare. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici on roule sur de nuit et devant nous on a un virage avec très peu de visibilité. Donc il sera très pertinent de faire un appel de phare afin de prévenir les véhicules qui viennent en sens inverse de ta présence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. En cas de croisement difficile de véhicules de même gabarit sur une chaussée en pente, le véhicule qui doit s'arrêter en premier est: réponse A, le véhicule le plus rapide, réponse B, le véhicule le plus lent, réponse C, le véhicule qui monte, réponse D, le véhicule qui descend. Alors, ici, on va aborder la notion de croisement difficile. Alors, pour résumer, il y aura deux types de croisements difficiles. Vous allez avoir les croisements difficiles sur des rues en pente et les croisements difficiles sur les rues, on va dire, planes. Concernant le croisement difficile dans les rues en pente, vous avez deux cas. Vous avez le cas où c'est deux véhicules de même gabarit et vous avez le cas où ce sont des véhicules de gabarit différents. Et on aura la même chose pour les rues qui sont planes. Donc ça fait 4 grands cas pour les croisements difficiles. Alors, il y en a d'autres, il y a d'autres cas qui sont des cas particuliers. Alors, ici, on se retrouve avec deux véhicules de même gabarit sur une rue en pente. Donc, comment ça se passe? Ben, le véhicule qui descend devra s'arrêter en premier et, s'il le faut, il devra même reculer pour faciliter le passage au véhicule qui monte. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse D.
Alors, ici, tu vois, on a juste vu même pas un 25e, un quart de la notion de croisement difficile. Sachant que il y a plein d'autres cas particuliers. C'est-à-dire que là, on n'a même pas vu, allez, même pas un dixième, d'accord, de la notion de croisement difficile, qui est une notion importante pour l'examen du code de la route. Donc, je t'incite fortement, si tu les connais pas, à aller dans la formation. La formation, elle est là pour ça. Question numéro 11. Je sors du véhicule. Je vérifie mon angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ouvre la portière avec la main droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors bien sûr, avant d'ouvrir la portière, il faut toujours vérifier son angle mort. Il peut y avoir un véhicule dans votre angle mort et si vous ouvrez la portière alors qu'il y a un véhicule par exemple en mouvement, bah, ça fera un accident. Ensuite, un peu plus compliqué, j'ouvre la portière avec la main droite. Alors effectivement, il est plus pertinent d'ouvrir la portière avec la main droite parce qu'en fait ça vous permet tout simplement de pivoter le corps et donc de vérifier votre angle mort. Si vous ouvrez votre portière avec la main gauche, vous avez tendance à regarder devant vous. Parfois même, vous l'ouvrez en regardant à droite. Alors que là, en l'ouvrant avec la main droite, vous êtes obligé de pivoter votre corps vers la gauche. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses A et C. Question numéro 12. J'ai eu raison d'aller sur la voie de droite pour laisser passer la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, bon, en général, si vous roulez sur la voie de gauche et qu'une personne, qu'un véhicule en tout cas, derrière vous vous colle et vous incite à aller sur la voie de droite pour qu'il puisse vous dépasser, alors vous le faites. Alors, ça c'est le cas général. Par contre, ici, regardez ce qui se passe. Ici, on a la voiture grise devant nous, qui est sur une voie d'accélération et qui s'insère dans la voie dans laquelle on va. Donc là, c'est un risque d'accident. Donc ici, je n'ai pas eu raison d'aller sur la voie de droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Pour porter secours à cette victime consciente, je dois, réponse A, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse B, vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie externe. Réponse C, lui donner de l'eau pour la réhydrater. Alors, lorsque vous êtes protagoniste ou témoin d'un accident avec dommages corporels, il y a 3 étapes à respecter, dans l'ordre. Tout d'abord, protéger. Ensuite, alerter. Et enfin, secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ici, cette question porte sur la 3e étape, c'est-à-dire
secourir. Donc on ne reviendra pas sur l'étape protéger et alerter. Que vous devez connaître les procédures pour chaque étape afin de pouvoir passer l'examen du code de la route. On n'en parlera pas aujourd'hui car ce n'est pas la question, mais il faut que vous connaissiez chaque procédure. Alors, concernant l'étape secourir, quelles sont les procédures à mettre en place? Alors, dans ce cas-là, il y a deux cas. Est-ce que la victime est consciente ou est-ce que la victime est inconsciente? Dans le cas où la victime est consciente, il y a encore deux cas. Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est invalide? Alors, valide, ça veut dire est-ce qu'elle peut marcher? Invalide, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher ou qu'elle ne peut pas bouger. Dans le cas où elle est valide, la première chose à faire, c'est de la déplacer hors de la chaussée, c'est-à-dire vers le trottoir. Ensuite, vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie externe. Une hémorragie externe, c'est du sang qui coule. On parle de beaucoup de sang, on ne parle pas d'une égratignure. Il y a beaucoup de sang qui coule, on applique une pression à l'endroit où ça coule. Le mieux avec quelque chose de propre. Si vous n'avez rien, ce sera avec la main. Ensuite, s'il n'y a pas d'hémorragie, il va falloir lui mettre une couverture de survie ou quelque chose de chaud, car quand on est victime d'un accident, on souffre d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps se refroidit. Et enfin, en dernier lieu, on vient parler à la victime afin de la garder consciente. Surtout, ne jamais donner de boisson ou de nourriture à une personne qui vient d'être victime d'un accident de voiture. Dans le cas où la personne serait invalide, mais consciente, on fait exactement la même chose. Cependant, on ne déplace pas la victime. Dans le cas d'une victime qui serait inconsciente, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, toujours la même chose, on applique une pression à l'endroit où le sang coule. S'il n'y a pas d'hémorragie, on met la personne en position latérale de sécurité. Et enfin, on la couvre avec ce qu'on peut, le mieux étant une couverture de survie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 14. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, on est dans une route à double sens. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Clairement, là, c'est une question de cours. Donc, si tu t'es trompé à cette question, je t'incite fortement
à aller dans l'information. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. La zone d'incertitude des enfants est la même que celle des adultes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tout d'abord, on va juste définir ce que c'est qu'une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est totalement une zone dans laquelle est définie la probabilité de présence d'un usager. Donc, selon les usagers, la zone d'incertitude sera différente. Par exemple, vous voyez un chien en numéro 4. Bah, vous voyez qu'un chien, il aura une probabilité de présence très grande. Vous voyez, c'est un grand cercle. Alors qu'un individu âgé, hein, le numéro 2, il aura une probabilité de présence très faible. Hein, un petit ovale. Un enfant, au numéro 1, qui joue avec un ballon, il aura aussi une probabilité de présence, une zone d'incertitude très grande. Donc voilà. Bien sûr, les différents usagers auront une zone d'incertitude différente. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 16. Il pleut fortement. Je peux utiliser mes feux de brouillard. Avant, oui réponse A, non réponse B. Arrière, oui réponse C, non réponse D. Alors portez votre attention sur cette réponse parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir quand utiliser les feux de brouillard. Avant, les feux de brouillard arrière. Alors pour ça, il y a un moyen mnémotechnique. À l'époque, on l'utilisait très souvent dans les auto-écoles quand ils inculquaient des cours de code de la route. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Mais c'est un moyen mnémotechnique très connu des moniteurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer, d'accord, que, vous voyez, que le gâteau BN, hein, vous savez, les gâteaux BN, c'est comme une voiture. D'accord? Vous considérez que c'est une voiture. Donc, à l'avant, il y a les parents. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont à la banque. Ils vont à la banque BNP, à la BNP. Donc, on peut utiliser ces feux de brouillard avant, lorsqu'il y a du brouillard, de la neige ou de la pluie. Par contre, à l'arrière, il y a qui? Ben, à l'arrière, il y a les enfants. Et qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Ben, ils mangent des BN. Donc, les feux de brouillard arrière, on peut les utiliser en cas de brouillard et de neige. Pour récapituler, à l'avant, il y a les parents, ils vont à la BNP, brouillard, neige, pluie. Et à l'arrière, il y a les enfants, ils mangent des BN, brouillard et neige. Donc, ici, vu qu'il pleut fortement, je peux utiliser mes feux de brouillard avant, oui, parce que BNP, pluie. Et est-ce que je peux utiliser mes feux de brouillard arrière? Ben non, parce que les feux de brouillard arrière, c'est seulement pour le brouillard et la neige. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout,
Cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Avec un coffre sur le toit, ma consommation augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, tout ce qui va amener à alourdir le véhicule va augmenter la consommation, tout simplement. Que ce soit des bagages ou des coffres sur le toit ou une remorque, par exemple. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Pour un permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de A. 80 km/h, B. 90 km/h. Alors, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses autorisées selon les routes et selon le temps, on voit que ici, un probatoire a une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, alors qu'une personne qui n'est pas en probatoire a une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. La circulation est à l'arrêt. Je m'arrête. A. Avant le passage piéton. B. Sur le passage piéton, juste derrière la voiture grise. Alors, dans ces situations où la circulation est très dense, le mieux est de s'arrêter avant le passage piéton pour laisser les piétons de passer. Alors, sachez une chose, il est interdit de stationner et de s'arrêter sur un passage piéton. Si vous stationnez sur un passage piéton, c'est un stationnement très gênant et vous encourez 135 € d'amende. Si vous vous arrêtez à un passage piéton, c'est un refus de priorité aux piétons. Et là, c'est pareil, amende de type 4, 135 € d'amende. Voilà. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. La prochaine aire d'autoroute est équipée d'une station essence, oui réponse A, non réponse B, d'un hôtel, oui réponse C, non réponse D. Alors, comme le montre le panneau, tu auras deux choses dans cette aire d'autoroute. Tout d'abord, une station essence ou poste de distribution de carburant.
et également un débit de boisson. Par contre, il n'y aura pas d'hôtel parce que le panneau d'indication de service qui t'indique qu'il y a un hôtel, c'est celui-ci. Donc ici, il n'y en a pas, donc il n'y aura pas d'hôtel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 21. La polyconsommation alcool-médicaments diminue. Réponse A, la vigilance. Réponse B, le temps de réaction. Réponse C, le champ visuel. Alors, la polyconsommation, ça veut dire consommer plusieurs drogues en même temps. Par exemple, des médicaments et de l'alcool. Donc, la polyconsommation va diminuer tout d'abord la vigilance et également le champ visuel. Par contre, effectivement, il aura un effet sur le temps de réaction, il va augmenter le taux de réaction. Donc, il ne va pas le diminuer. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 22. La quantité d'alcool dans un verre standard est de réponse A, 20 grammes, réponse B, 10 grammes. Un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse C, 2, réponse D, 10. Alors tout d'abord, c'est quoi un verre standard? Un verre standard, c'est l'unité de mesure de l'alcool éthylique dans les débits de boissons, c'est-à-dire dans les restaurants, les bars, les tabacs, les PMU. À savoir qu'en fait, que ce soit un verre de bière, un verre de vin, un verre de digestif, un verre de whisky, peu importe le volume du verre, à l'intérieur, il y aura toujours la même quantité d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 23. Je suis sur une route à chaussée séparée. La vitesse maximale autorisée pour un permis probatoire est de réponse A, 80 km/h. Réponse B, 90 km/h. Réponse C, 100 km/h. Réponse D, 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment une question de cours basique. Alors pour t'aider, je te mets ici le document que tu retrouveras donc dans la formation. Et tu peux voir dans ce document que sur une route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée pour un permis probatoire est de 100 km/h. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 24. Dans cette situation, réponse A, je passe avant les piétons. Réponse B, je passe après les piétons. Alors, il faut savoir une chose. Si tu refuses la priorité aux piétons au passage piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. C'est une contravention de quatrième classe qui est sanctionnée par une amende de 135 €
et un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc, ici, les piétons sont engagés dans le passage piéton. Dans cette situation, je passe après les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Pour conduire, la boîte de vitesse doit être placée. Réponse A en N, réponse B en D. Alors ici, tu vois, on est dans une voiture à boîte automatique. Alors, chaque lettre a une signification. Les lettres sont en anglais, ça il faut le savoir. Alors, le P, c'est pour parking. Ça, c'est quand tu es en stationnement. Le R, c'est pour reverse. Ça, c'est pour la marche arrière. Le N, c'est pour neutral. Ça, c'est le point mort. Le D, c'est pour drive. Ça, c'est pour conduire. Et le S, c'est pour séquentiel. Ça, c'est si ta voiture a une boîte séquentielle. Donc, ici, pour conduire, il faut placer la boîte de vitesse sur D. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Consommer des médicaments peut provoquer un état de somnolence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu dois savoir que les médicaments sont en général des substances psychoactives. Donc, elles ont des effets sur ton corps et aussi ton état psychique. Donc, pour savoir quel comportement avoir lorsque tu consommes des médicaments, c'est de regarder la boîte et de regarder les pictogrammes. En général, la plupart des médicaments peut provoquer des états de somnolence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Question numéro 35. Je ne suis pas assuré. Je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis responsable financièrement des dégâts occasionnés en cas d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, sachez que au niveau du code des assurances, vous êtes obligé d'assurer votre véhicule au minimum au tiers. Donc, est-ce que vous risquez une amende si vous n'êtes pas assuré? Oui. Ensuite, est-ce que vous êtes responsable financièrement des dégâts occasionnés en cas d'accident? Si vous n'êtes pas assuré, vous êtes 100% responsable financièrement des dégâts occasionnés. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 28. Dans cette situation, le véhicule blanc doit principalement contrôler: réponse A, son rétroviseur intérieur. Réponse B, son angle mort gauche. Alors, pour répondre à cette question, tu dois d'abord connaître deux notions, celui du champ visuel et celui de l'angle mort. Alors, le champ visuel, c'est quoi? Le champ visuel, c'est la portion de l'espace que tu vois avec tes yeux. En général, pour un être humain, le champ de vision binoculaire est d'à peu près 120 degrés. Un angle mort, c'est quoi? L'angle mort, c'est la portion de l'espace que tu ne peux pas voir. Soit parce qu'il est hors de ton champ de vision, soit parce que ton champ de vision est obstrué par un obstacle. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans un véhicule, quand tu es dans un véhicule, d'abord tu auras ton champ de vision avant, ce que tu vois avec les yeux. Ensuite, tu vois autre chose aussi avec les yeux grâce au miroir, c'est-à-dire grâce au rétroviseur intérieur et extérieur. Grâce au rétroviseur intérieur, tu vois cette portion de l'espace. Et grâce au rétroviseur extérieur, tu vois cette portion de l'espace. Alors, tu verras bien ici que y a deux portions de l'espace que tu ne peux pas voir, à gauche et à droite. C'est ce qu'on appelle les angles morts gauche et les angles morts droit. Alors, il y a aussi d'autres angles morts un peu moins connus. Tu vois, dans ta voiture, il y a des montants. Et ces montants constituent un obstacle et donc vont obstruer ton champ de vision. Ils vont donc matérialiser des angles morts. Et aussi, tu vois, à l'arrière du véhicule, il y a deux petits points en fait qui ne sont pas couverts par les rétroviseurs. Ça aussi, ça constitue des angles morts. Je peux t'assurer qu'ici, s'il y a un vélo ou un tout petit scooter, selon le réglage de tes rétroviseurs extérieurs, tu ne le verras pas. Pour répondre à la question, la moto est située ici. Donc la moto, dans cette situation, elle est située sur l'angle mort gauche du véhicule blanc. Donc, pour répondre à la question, le véhicule blanc doit principalement contrôler son angle mort gauche, car de toute façon, sur son rétroviseur intérieur, il ne le voit pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire le champ de vision n'est pas de 120 degrés, il est de 180 degrés, je l'ai vu dans une autre application. Alors, le champ de vision binoculaire, c'est-à-dire le champ de vision que tu vois avec tes deux yeux, est bien de 120 degrés. Vous pouvez ouvrir un livre de médecine, vous pouvez appeler votre ophtalmologue et lui demander. Vous pouvez tout simplement aller sur Internet ou même faire l'expérience chez vous. Mettez-vous à l'arrêt, regardez un point fixe devant vous et vous verrez très bien que votre champ de vision n'est pas de 180 degrés. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au niveau de vos épaules. Et c'est normal, vous n'êtes pas un hibou. Bon, après, c'est pas très important, c'est des petits détails techniques, mais scientifiquement, le champ visuel est de 120 degrés, champ visuel binoculaire, à l'arrêt. Question numéro 29.
Je passe avant le véhicule à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors regarde bien, on va remettre la vidéo, vous voyez, depuis le début, et regardez. Là, juste derrière le camion, regardez ce qu'il y aura. Hop. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah ça, c'est un panneau de priorité à droite à la prochaine intersection. C'est-à-dire qu'à la prochaine intersection, je devrais laisser la priorité aux véhicules venant de droite. Donc, ici, je n'ai pas la priorité. Je vais devoir céder la priorité, je passerai après le véhicule. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Ce pictogramme est un voyant. Réponse A, de plaquettes de frein. Réponse B, de liquide de freinage. Réponse C, de frein à main. Réponse D, de frein moteur. Bon, encore une fois, c'est une question vraiment très simple, hein, de cours basique. Ça, c'est le pictogramme de plaquettes de frein, tout simplement. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 31. Le camion peut me voir facilement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, vous êtes typiquement dans l'angle mort du camion. Donc il est très peu probable qu'il puisse vous voir. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Les deux véhicules vont se croiser. Le véhicule sombre doit faciliter le passage au véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'elle fait appel à des notions de cours basiques très importantes. Donc là, on va parler des croisements, notamment des croisements difficiles. Donc ici, on est dans le cas où on a une pente et deux véhicules vont se croiser. Ces deux véhicules font partie de la même catégorie de poids. Donc ce sont des véhicules qui ont un PTAC inférieur à 3,5 tonnes. On appelle des véhicules légers. Donc ici, dans ce cas-là, c'est au véhicule qui descend de faciliter le passage au véhicule qui monte. Car il est plus dur de monter que de descendre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. L'utilisation du téléphone au volant est responsable de réponse A, 10% des accidents, réponse B, 30% des accidents. Est puni par un retrait de réponse C, 3 points, réponse D, 4 points. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation,
L'utilisation du téléphone est responsable de 10% des accidents de la route. Également, l'usage du téléphone au volant, c'est une infraction de classe 4. Et vous encourez donc un retrait de 3 points et 135 € d'amende. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 34. Rouler avec une voiture hybride permet de diminuer les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Participe à l'éco-conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, rouler avec une voiture hybride, effectivement, va diminuer les émissions polluantes, les gaz à effet de serre, notamment. Est-ce que ça participe à l'éco-conduite? Eh ben, non. Regardez, ici, je vous ai mis le document que vous retrouverez donc dans l'information. C'est quoi l'éco-conduite? L'éco-conduite, c'est la mise en pratique de pratiques qui permettent justement de diminuer l'impact environnemental de la conduite. Ça va être par exemple, alléger le véhicule, préparer l'itinéraire, vérifier la pression, rouler moins vite, limiter la climatisation, etc. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé. Parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Ne pas marquer l'arrêt à un stop constitue un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné par réponse C, un retrait de 4 points. Réponse B, une amende de 135 €. Alors, ne pas marquer l'arrêt à un stop constitue une contravention de classe 4 qui est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 36. Ce marquage au sol autorise le déplacement des deux roues motrices. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dépassement des véhicules lents. Oui, réponse C. Non,
Réponse D. Alors, ce marquage au sol, c'est-à-dire des lignes pointillées très rapprochées, c'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Cette ligne de dissuasion interdit le déplacement. Donc le déplacement est totalement interdit avec une ligne de dissuasion. À ne pas confondre avec des lignes de séparation de voies, comme vous le voyez ici. Alors, cette ligne de dissuasion autorise le déplacement des véhicules lents exclusivement. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Suite à une défaillance critique lors d'un contrôle technique, je dois effectuer les réparations dans un délai de réponse A, 1 mois, réponse B, 2 mois, réponse C, 3 mois, réponse D, 15 jours. Alors, afin que ça soit plus simple, regardez, ici je vous ai mis un procès-verbal de contrôle technique. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre contrôle technique, le technicien, à la fin de son contrôle, il va vous remettre ce papier, qu'on appelle un procès-verbal. Regardez bien l'encart de droite dans ce procès-verbal, c'est indiquer les types de défaillances qu'il a remarquées. Par exemple ici, vous voyez, il y a défaillance majeure, défaillance mineure. Et il y a aussi ce qu'on appelle les défaillances critiques. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre véhicule a des défaillances critiques ? Si votre véhicule a des défaillances critiques, alors votre véhicule déjà il sera immobilisé le même jour à partir de minuit. Vous aurez 2 mois pour effectuer les réparations afin de réaliser une contre-visite. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Vous avez 2 mois pour effectuer les réparations. Question numéro 38. Ne pas porter un gilet haute visibilité en cas d'immobilisation est sanctionné par une amende de 135 € et la perte de 3 points. Oui, réponse A, non, réponse B. Ne pas posséder un gilet de haute visibilité est sanctionné par réponse C, une contravention de première classe. Réponse D, une contravention de 4e classe. Alors, tu dois savoir qu'en cas d'immobilisation, il est obligatoire de porter un gilet de haute visibilité avec le marquage CE. Sinon, tu seras sanctionné d'une amende de 135 €. Il n'y a pas de perte de points. Également, tu dois obligatoirement posséder dans ton véhicule un gilet jaune. Dans le cas contraire, tu peux être sanctionné par une contravention de première classe. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors,
La première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code. Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation. Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben, vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 39. Je peux prendre la voie de droite pour aller à Toulouse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Castres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, 2 choses ici. Si tu regardes bien le marquage au sol, tu as devant toi une ligne de dissuasion. Donc, une ligne de dissuasion te dissuade de la franchir. Sauf à 2 conditions. Pour dépasser un véhicule lent et pour te rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les 2 seules conditions pour franchir cette ligne. Alors, regarde ici. En plus de ça, en haut à droite, sur le rétroviseur, tu vois que on a un camion qui est sur la voie de droite. Donc, ici,
Pour aller à Toulouse, est-ce que je peux prendre la voie de droite? Non, je ne peux pas prendre la voie de droite car ligne de dissuasion plus un camion sur cette voie. Est-ce que je peux aller à Castres? Sûrement pas. C'est une ligne de dissuasion, donc on ne la franchit pas pour aller à Castres. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 40. L'appel Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais le Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille n'est pas interdit. Par contre, il faut que vous sachiez que téléphoner au volant, même sans port de dispositif audio à l'oreille, ça va multiplier votre risque d'accident. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.